Une vague de polémiques a récemment fait surface sur les réseaux sociaux d'une note interne du Trésor public indiquant un défaut de paiement. On en parle ce soir dans les chroniques des BFM avec notre chroniqueur maison, Pony Fortuna. Bonsoir. Bonsoir Gabriel. Une fois de plus, bienvenue. Merci. Je l'ai dit à l'entrée du jeu, une note interne du Trésor public indiquant un défaut de paiement a fait sensation ou bien a causé une pisco sur la toile. Bruni, pouvez-vous nous expliquer ce qui signifie concrètement un défaut de paiement? Le défaut de paiement, c'est que quand une personne, une entreprise ou un État, au niveau de l'État, on parle d'un défaut de paiement souverain quand un État est dans l'incapacité de rembourser ses dettes ou les prêts ou encore les intérêts aux dates convenues. Dans le cas du Congo, si vous parlez de cette note-là, le directeur donc du Trésor public a notifié au ministre qui est sa tutelle que le Trésor, sinon le gouvernement n'a pas été dans la capacité de rembourser des dettes au moment convenu, à la date convenue. Et donc, c'est cela, c'est l'incapacité de rembourser les dettes. Et quand un État arrive à ce niveau, on parle donc d'un défaut de paiement, sinon une entreprise ou une personne. Et comment en est-on arrivé là et quels sont les facteurs qui ont conduit la République du Congo à se retrouver en défaut de paiement face à certains créanciers? Oui, les causes qui conduisent à un défaut de paiement sont multiples, hein, mais là nous parlons du Congo. Il y a ce qu'on appelle aussi l'endettement excessif. Nous, on est dans un contexte où le Congo est vraiment surendetté. C'est-à-dire que le Congo a pris trop de dettes. Hein, trop de dettes. Et donc, à un moment donné, il faut savoir comment rembourser. Il y a des dettes, les fonds qu'on a levés, les dettes contractées, on va dire, sous le Premier ministre Mwamba, qui devaient être payées donc depuis 2 ans, 3 ans, donc sous Colonel Makosso. Vous avez également récemment, quand le gouvernement n'était pas dans la capacité de payer les fonctionnaires, il a eu recours aux banques. Et puis, il y a aussi des dettes au niveau sous-régional, donc qu'il fallait payer dans 2 ans, payer dans un mois, comme avec des banques. Et donc, finalement, tout excessivement endetté, le Congo n'a pas pu faire face à tous les créanciers. Voilà. Et puis, vous avez également ce qu'on appelle le Congo dépend, nous le savons tous, du pétrole. Donc, il peut arriver dans les années passées, surtout il y a quelques années, où le prix du baril du pétrole avait totalement chuté. Et quand c'est comme ça pour une économie qui dépend totalement du pétrole, vous serez donc dans l'incapacité de faire face à vos besoins, de réaliser tous vos projets et même de régler vos dettes. Après, il y a également, on va dire, la politique budgétaire mal gérée. Donc, vous avez des budgets qui ont été soit détournés, la mauvaise gestion, vous avez la corruption, mais surtout dans le cas du Congo, et c'est aussi ça, c'est la corruption. Dans le cas du Congo, c'est la mauvaise gouvernance et qui ont conduit le pays aujourd'hui à être dans l'incapacité de faire face à ces dettes. Et cette situation a provoqué de vives réactions sur la toile avec des internautes et des opposants politiques qui parlent même de banqueroute. Comment faut-il interpréter ces réactions? Il faut faire attention dans ce cas. Il y a des alarmistes dans cette affaire, dans tout ce que nous suivons sur le net. Hein. Vous savez que aujourd'hui le gouvernement fait face à plusieurs critiques. Et quand on regarde de fond en comble, il y a d'abord, vous l'avez dit, les opposants qui font leur job, ce n'est que normal, et qui déplorent tout ce qui se passe dans le Congo, tout ce qui se passe, la mauvaise gestion, la corruption. En réalité, c'est le travail de l'opposition. Mais vous avez aussi une catégorie des internautes qui sont devenus des alarmistes et qui souhaitent à tout prix non seulement voir le gouvernement chuter, mais qui applaudissent que le pays se retrouve dans une situation, on va dire, catastrophique. Et ceux-là, ce sont des alarmistes. À moins d'informations, vous allez voir comment ils vont amplifier les choses, ils vont même dénaturer les faits, ils vont commencer à dire tout et n'importe quoi sur la toile. Et puis, vous avez la population qui subit malheureusement les conséquences de tout ce que nous venons de dire, donc de ces défauts de paiement, de mauvais choix des projets, de la mauvaise gouvernance, de la corruption, et c'est la population donc qui subit. En gros,
oui, ça ne pouvait que susciter tout ce que nous avons suivi sur la toile. Ça veut dire que de la piscose, de la crainte, de l'incertitude, on a parlé de la banqueroute, ça veut dire que le pays entre totalement en faillite. Non, pour répondre à votre question, ce n'est que normal. Dans le cas actuel, que les gens soient apeurés. Parce que quand on vous dit que le Congo n'a plus d'argent, quand le Congo ne peut plus rembourser une dette, par exemple, de 30 milliards de francs CFA, vous qui êtes un citoyen lambda, vous qui êtes fonctionnaire, vous qui êtes, voilà, un simple citoyen congolais, oui, ce n'est que normal qu'à un moment donné, que cela suscite un peu de la peur, parce que l'avenir du Congo, l'avenir du pays dans ce contexte est incertain, on ne sait pas où est-ce qu'on va, quelle va être la situation sociale dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années. Et donc, la peur gagne en ce moment-là. Et c'est pour cela que vous avez constaté les opposants qui disent finalement, nous avons eu toujours raison de décrier le mode de fonctionnement du pouvoir actuel. Et vous avez aussi des alarmistes qui profitent donc de la situation pour finalement, pour tirer à boulet rouge, pour s'aimer la piscose, pour s'aimer la peur. Et bien, vous avez aussi malheureusement les craintes, les pleurs de cette population, mais qui subit de plein fouet tout ce que nous décrions maintenant. Public et la corruption, est-ce que, dans quelle mesure ces critiques sont-elles justifiées selon vous? Les critiques sont justifiées. Vous savez que le Congo se retrouve dans cette situation parce que nous n'avons pas pu réellement être sérieux. Nous n'avons pas pu, pendant longtemps, prioriser l'essentiel. Nous n'avons pas, pendant longtemps, placé l'intérêt général avant les intérêts personnels. Ce qui conduit le Congo à se retrouver, parce que le Congo, quand même, ce n'est un pays béni. Nous avons eu dans le passé, 2010 par là, où nous n'avions plus de problème. Nous avons eu en 2007 où tout était florissant, on avait suffisamment d'argent dans ce pays. Nous le prêtions aux autres. En 2014, nous prêtions de l'argent aux autres, même si on commençait plus ou moins à subir la crise donc du choc pétrolier. Mais le Congo a eu suffisamment d'argent au point où nous avons connu des excédents budgétaires. Vous vous souvenez de l'argent qui était mis de côté pour les générations futures. Donc on avait suffisamment d'argent. Mais qu'est-ce qui conduit le pays aujourd'hui à se retrouver sans argent? C'est comme nous sommes dans une maison où vous avez gardé de l'argent à côté, vous avez vraiment suffisamment d'argent pour faire face à un problème, mais du coup, vous revenez le lendemain matin, vous n'avez plus rien. Le problème, si vous le regardez à l'interne, c'est que vous avez mal géré votre argent. Vous avez fait des choix, des projets qu'il ne fallait pas faire à ce moment. C'est comme dans le cas du Congo. Nous avons connu aujourd'hui des projets qui ont coûté extrêmement cher au gouvernement au Congo, mais qui sont devenus aujourd'hui des éléphants blancs. Nous en avons parlé dans une émission ici sur ce plateau, où nous avons parlé de l'importance d'avoir des infrastructures, mais surtout comment les utiliser. Mais nous avons un pays, on a dépensé des milliards et des milliards de francs CFA dans tous les départements du Congo, surtout pour la municipalisation accélérée, mais malheureusement, toutes ces infrastructures qui devaient permettre au Congo de s'éclore, de se développer, n'ont pas après 20 ans résolu ce problème du développement, sinon du désenclavement, on va dire, économique du pays. Donc on est resté dans ce contexte simplement. Nous avons érigé la corruption en mode de fonctionnement. La corruption devient un modèle. Tous ceux qui volent l'argent de ce pays sont devenus des modèles. Nous avons laissé le désordre s'installer. Nous avons laissé la justice se corrompre ou encore devenir faible. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Vous avez entendu tout le monde le décrier. Et finalement, cela ne peut que conduire à ce que nous vivons aujourd'hui. Et ce n'est pas de la malédiction. On va dire le Congo ne serait pas maudit. Non, n'est pas maudit non plus. Mais simplement, les uns et les autres ont priorisé, sinon ont laissé s'installer des mauvaises méthodes de gestion et qui ont asphyxié le pays aujourd'hui. Et face à cette crise, Bruni Fortuna, quelles seraient selon vous les solutions les plus réalistes pour permettre à la République du Congo de sortir de cette impasse financière? Regardez, il y a pas de miracle à faire. Il n'y a pas de miracle à faire. Nous avons connu on va parler du Ghana sous Jerry Rawling.
Nous avons connu même nos amis du Rwanda aujourd'hui qui font polémique dans ce pays. 94, nous avons connu presque les mêmes événements. Mais les autres ont réussi à mettre en place les politiques réalistes. Vous allez voir par exemple au Ghana avec Jerry Rawlings, il a mis en place la libéralisation de l'économie. Il a apporté beaucoup de réformes dans le secteur agricole avec l'appui du FMI, de la Banque mondiale. Vous avez aussi le Rwanda qui a apporté beaucoup de réformes. Vous avez des pays comme la Mozambique, le Botswana, qui sont sortis des guerres, des difficultés, mais qui ont réussi quand même à stabiliser leur économie et même à développer certains secteurs de leur pays. Il n'y a pas un miracle. Le problème aujourd'hui, c'est que chacun doit prendre conscience, surtout les décideurs, que finalement, nous devons réellement prioriser l'intérêt général. Vous avez un projet de société qui a été voté, porté par les Congolais, comme le projet de société du président de la République, mais quand on arrive aux affaires, il faut que ceux qui sont associés ou invités à réaliser ce projet le réalisent réellement. Quand vous regardez ce projet, tous les experts sont unanimes pour dire que c'est un bon projet pour le développement du Congo. On parle plus loin ensemble, la marche vers le développement. Et alors, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on arrive dans la réalisation de ces projets, chacun vise ses propres intérêts. Vous avez dans ce pays des budgets qui sont détournés. Vous avez dans ce pays, quand vous allez par exemple à la Cour des comptes, vous verrez, on dit, bon, tel ministère a exécuté à 100% son budget, mais quand vous regardez les projets qui ont été donc programmés, donc le budget d'investissement, vous vous rendez compte, aucun projet n'a été réalisé. Ça veut dire quoi? Que l'argent a été détourné. Vous avez, on vous programme pour tel projet, mais à la fin de l'année, vous vous rendez compte que ces projets n'ont pas été réalisés, mais l'argent a été décaissé. On parlait ici, par exemple, de la modernisation des baies de Luango depuis 2001-2002. Alors, le président de la République pose la première pierre pour que les baies de Luango soient modernisées. Ça n'a jamais été fait. L'argent programmé n'est pas arrivé à destination. Donc, vous avez plus ou moins, et toutes ces questions de détournement, de corruption, de mauvaise gestion qui ont totalement bloqué le pays. Et donc, pour y arriver, c'est simple. Il faut commencer par sanctionner là où il faut sanctionner. Il faut commencer par sanctionner. Pendant longtemps, les mêmes personnes sont là, malgré tout ce qu'on vit depuis plusieurs années. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le Congo titube depuis plusieurs années. Quand on arrive, donc les mêmes personnes qui sont là, qui sont au gouvernement depuis plusieurs années avec des mauvaises notes, sont toujours là. On ne peut pas s'attendre à un autre résultat. Si vous avez les mêmes ministres qui n'ont pas pu avec le chemin d'avenir, qui n'ont pas pu avec la nouvelle expérience et qui n'ont pas pu avec les différents PND, il serait difficile de s'attendre à un autre résultat positif, malheureusement. Donc, si la conscience, si l'on ne décide pas de mettre de côté, de sanctionner, ça veut dire de rendre la justice assez indépendante et beaucoup plus forte, que le Parlement joue pleinement son rôle, que les gens soient conscients que nous devons prioriser l'intérêt général pour que tous ceux qui ne respectent pas les procédures qu'il faut pour développer le pays soient totalement sanctionnés, les ministres qui détournent soient sanctionnés, l'argent du FIGA, il faut que l'on retrouve où est parti l'argent du FIGA par exemple, il faut qu'on retrouve là où est parti l'argent des éléphants blancs qu'on a construit à gauche et à droite à travers le pays, il faut que l'on retrouve où est parti où sont partis les 14 000 milliards des générations futures. Tant qu'on ne mettra pas de la pression, tant qu'on ne mettra pas la justice sur le chemin de ces gens, il serait difficile. Donc, il n'y a pas de miracle. Le miracle, il n'y a pas, la solution, c'est la bonne gouvernance avec ses principes. La solution, c'est de respecter les normes. La solution, c'est de sanctionner quand il le faut. Mais s'agissant de la crise, hein, plusieurs pays l'ont connue et ils ont connu la crise et même ils ont pu aussi surmonter cela. Mais quelles leçons la République du Congo pourrait-elle tirer de ces expériences pour rétablir sa stabilité financière? En réalité, tous ceux qui sont là au pouvoir, même à l'opposition, aujourd'hui, c'est tout le monde, comme disait un homme d'État, que nous connaissons tous les problèmes. Ne pensez pas que le gouvernement ne connaît pas le problème que nous subissons. Le gouvernement connaît tous les problèmes que le Congo vit au quotidien.
Le gouvernement a même des solutions. On va dire toutes les solutions à ces problèmes. Donc, à un moment donné, on n'aura pas besoin d'aller voir les experts, par exemple, du FMI, voir les experts de la Banque mondiale, ou aller chercher les experts ailleurs pour réellement faire sortir le pays de cette crise-là, parce que nous avons toutes les solutions. Je l'ai dit, le problème aujourd'hui, c'est de mettre en place les mécanismes et il faut les respecter. Et si, comme on dit chez les chrétiens, vous pouvez beau écouter la parole de Dieu, vous pouvez beau lire la Bible, mais si vous ne mettez pas en pratique la parole, ça veut dire que vous n'aurez aucun résultat positif. C'est dans le cadre du Congo. Ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui, malheureusement. Nous avons entendu dire que c'est pire maintenant. Le Congo est dans le pire depuis pratiquement 10 ans à peu près, sinon voire plus. Les mêmes problèmes que nous reprochons au gouvernement actuel, nous les avons toujours dénoncés dans le passé. Vous vous souvenez que sous paix à son âme, sous le Premier ministre Clément Mwamba, qu'est-ce que nous n'avons pas dit de ce monsieur, un brillant économiste, qu'il était finalement inefficace, que vous êtes allé prendre, que le président est allé prendre un monsieur qui était à la retraite et qui n'avait plus rien à fournir pour le mettre à la tête de l'État. Nous avons entendu les parlementaires dire qu'il était le pire des premiers ministres, sinon le gouvernement le plus impopulaire. Nous avons écouté tous ces discours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans une situation qui perdure depuis quelques années. Les solutions existent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement appliquer la solution. Parce que si, je disais tout à l'heure que le pays est dans le pire, pourquoi? Parce que si vous n'avez pas accès aux soins de santé, c'est pire. Si vous n'avez pas accès à la bonne éducation, mais c'est déjà pire. Mais si vous avez, comme à l'université Maringouabi, une catégorie des enseignants qui ont 6 ans aujourd'hui et sans leur salaire, mais c'est déjà pire. Mais quand vous avez les enseignants qui travaillent à la SEPO, dans le secteur de l'enseignement technique, qui ont à peu près 40 ans, 40 mois sans salaire, mais c'est déjà pire. Parce que comment imaginez-vous qu'un homme vive sans son salaire pendant 2, 3, 4 mois? Mais 40 mois, mais c'est déjà pire. Donc vous constatez que nous sommes dans une putréfaction économique et sociale assez avancée, c'est depuis longtemps. Et aujourd'hui, le Congo doit réellement, sinon les décideurs, prioriser, prendre conscience que pour arrêter ce mal, il faut arrêter la corruption. Nous avons entendu des détournements par-ci, par-là. On a entendu, on va dire, de la corruption à gauche et à droite. Malheureusement, ceux qui ont été même indexés, ceux qui ont été même interpellés, ils sont libres aujourd'hui, sont totalement libres. Donc ce serait difficile de résoudre ces problèmes si la loi n'est pas appliquée, si ceux qui aujourd'hui ne veulent plus travailler sont toujours là aux affaires, puisque vous avez des ministres et même d'autres décideurs qui n'ont plus envie de travailler, mais qui sont toujours là. Et donc, ce serait difficile pour nous d'avancer. Donc, il n'y a pas de miracle. Et je reviens sur ça. La solution, les solutions sont connues. Il faut juste avoir la volonté politique de les mettre en pratique. Nous allons clore notre chronique avec cette question, Bruni. Que doit faire le gouvernement pour restaurer la confiance de la population et des marchés financiers dans cette période de crise? Le gouvernement doit être sérieux. Le gouvernement doit être responsable. Vous savez, malheureusement, on se retrouve dans une situation où le gouvernement actuel, malheureusement, arrive que pour payer les dettes. Voilà, arrive que pour payer les dettes, pour gérer au quotidien les besoins des populations. C'est-à-dire que pas de population, de certaines institutions, puisque le pays est surendetté. Pour qu'on s'en sorte, soit il faut qu'il y ait un homme riche ou une institution financière ou c'est pas qui d'autre pour racheter la dette du Congo afin de permettre au Congo de souffler un peu. C'est-à-dire que si on ne rachète pas la dette aujourd'hui et si on ne renégocie pas avec les créanciers pour que les dates de paiement soient plus ou moins allongées, sinon rallongées, ce serait difficile pour le Congo de s'en sortir. Ça veut dire quoi? Le gouvernement doit tout faire pour payer les fonctionnaires, il faut les payer. Mais là, on n'a pas suffisamment d'argent. Vous avez vu le ministre du budget faire pression sur les douaniers et les impôts
avoir suffisamment d'argent. Donc, il est dans une procédure où il doit lui-même négocier, sinon discuter avec les entreprises, le secteur privé qui doit de l'argent, qui n'ont pas, les entreprises qui n'ont pas payé les impôts, puisque il veut à tout prix lui-même exécuter les amers. C'est une sorte de document qui permet donc au gouvernement de geler soit les avoirs des entreprises, sinon d'aller directement à la source. Voilà. Et donc, le ministre est dans cette posture-là, mais ça peut être aussi très dangereux puisque vous êtes en train de faire pression sur des entreprises qui subissent déjà toute cette crise économique. Ça va être un peu compliqué. Donc, on n'a pas suffisamment d'argent. L'argent, soit ça va dans les poches des gens, soit c'est détourné. Détourné pour autre chose. On n'a pas vraiment le choix des vraies priorités. Ce que le gouvernement doit faire aujourd'hui pour redonner confiance à cette population, c'est de prioriser l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, vous le savez, il faut donc maintenir aujourd'hui, on va dire, le paiement régulier des salaires des fonctionnaires. Et vous avez également les problèmes de sécurité à Brazzaville et à Pointe-Noire. Vous avez le pouvoir d'achat qui devient de plus en plus, qui a totalement baissé. Et donc, il faut voir comment permettre à la population, donc, baisser les coûts sur le marché. Ça ne va pas être facile pour le gouvernement. Et vous avez aussi la communication gouvernementale qui est devenue totalement dépassée, qui est devenue inadapté au contexte actuel. Et il faut que le gouvernement rassure la population parce qu'il n'y a pas que le Congo qui est en crise aujourd'hui. Nous avons cité plusieurs pays qui est en crise. Même le Ghana est en défaut de paiement aujourd'hui. Vous avez l'Éthiopie également. Vous avez plusieurs pays, ils sont 8 au total au niveau de l'Afrique qui sont en défaut de paiement. Ce n'est pas une situation propre au Congo, mais nous ne pouvons pas s'appuyer sur ça comme excuse pour ne pas améliorer les choses. Ça veut dire quoi? Il faut que le gouvernement explique dans une communication assez adaptée aux populations, que le gouvernement soit transparent dans la gestion pour expliquer au gouvernement, aux populations, d'où nous partons, d'où nous venons, d'où nous partons et qu'est-ce qu'on doit faire. Pour que la population, malgré qu'elle subit tout ce que se fait, malgré qu'elle est la plus sacrifiée aujourd'hui, mais comprennent les enjeux et certainement soient fortes. Et pour conclure, j'ai envie de vous dire, autre proposition, c'est que je souhaiterais qu'on supprime, qu'on arrête de payer les ministres pendant les 2 ans qui restent. C'est-à-dire que, au lieu d'asphyxier l'université Marengwabi, que le gouvernement ne soit pas payé pendant les 2 ans qui restent. On aurait peut-être économisé à peu près 1 milliard de francs CFA, et peut-être pour résoudre le problème de l'université Marengwabi ou du CHU, les secteurs les plus fragiles, les plus sensibles, les plus prioritaires. Et vous avez également les parlementaires, puisqu'il faut prioriser les parlementaires. Ce sont eux qui devaient être en contact permanent avec les populations pour leur apporter de l'information, pour leur expliquer les faits. Mais si les députés ont aujourd'hui 6 mois, 7, 8 mois, 1 an sans leur émolument, il serait difficile pour eux d'aller sur le terrain, aller communiquer avec la population. Donc, la population est isolée de leur mandat, pas de contact, ce serait difficile. Or, le gouvernement, aujourd'hui, si on continue, et après, il faut aussi baisser le train de vie. Voilà. Le train de vie de qui? C'est ce que j'ai dit, commencer par les ministres, commencer par leur budget de fonctionnement. On n'est pas obligé pour les 2 ans qui restent c'est vrai qu'on est déjà à la fin, on est dans l'exécution de ce budget même à la fin, mais le peu qui reste à exécuter, il faut commencer à prendre un peu pour mettre là où il y a des priorités. Ça veut dire que un ministre qui a à peu près encore aujourd'hui 40%, sinon 30% de son budget, on peut le prendre pour mettre dans les secteurs prioritaires au lieu de laisser que cet argent aille dans des choses parfois et qui ne profitent pas au pays. C'est par ces mots que nous mettons fin à notre chronique Les BFN. On se dit prochainement. Portez-vous bien. Au revoir à tous.